Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je souhaitais faire cette vidéo et aujourd'hui je suis mis au travail pour la réaliser. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une merveilleuse expérience que j'ai eue avec une distribution Linux et plus particulièrement la LMDE. Mais qu'est-ce que c'est LMDE? LMDE, ça veut dire Linux Mint Debian Edition. Pour faire simple, Linux Mint, c'est une distribution Linux basée sur Ubuntu, qui d'ailleurs concurre sur la première place des distributions les plus populaires au monde avec Ubuntu. Mais comme toute distribution, c'est le moment de se poser la question du futur, de comment on envisage le futur si demain l'entreprise Canonical qui produit Ubuntu est amenée à disparaître. On a eu un cas récemment avec CentOS qui en fait, a reçu l'arrêt de mort de la part de Red Hat qui ne souhaite plus être comme base pour cette distribution, donc du coup l'essence même de CentOS disparaît. Et ce même cas de figure peut se produire aussi avec Ubuntu si demain par exemple, j'en sais rien, allez soyons fous, Microsoft achète Canonical parce qu'ils ont des relations assez étroites, on voit souvent leurs produits travailler ensemble sur l'intercompatibilité de leurs produits. Si demain Microsoft achète Canonical et qui décide de mettre un terme à leur communauté, il y a tout un écosystème de distributions Linux basées sur Ubuntu qui vont tomber. Pour éviter ce cas de figure catastrophique, l'équipe de Linux Mint, qui est une équipe des gens assez intelligents, ils se sont dit, vu que Ubuntu est basé sur des biens, nous n'aurons pas d'autre choix que de reprendre des biens comme base. Et de ce fait, ils se sont lancés à cette tâche-là. Et LMDE, en fait, ça représente en fait Linux Mint sur une base des biens. Je vous invite sur la page Wikipédia en anglais, bien évidemment, parce que c'est la page qui est la plus à jour. J'ai fait une comparaison avec celle en français, il me semble que la page en anglais elle est un peu mieux et un peu plus à jour. Linux Mint est une distribution Linux qui a été créée par Clément Lefebvre en 2006, basée sur Ubuntu, et avec le temps, ils ont réussi à ramasser autour d'elle un nombre impressionnant d'utilisateurs, des contributeurs. Aujourd'hui, la Linux Mint l'équipe est assez grande, assez mature, assez bien posée sur ses bases, parce qu'ils ont même développé leur propre environnement graphique. Je parle ici de Cinnamon. Quand GNOME, ils ont décidé de faire évoluer le GNOME 2 vers GNOME 3, eux, ils ont un peu mal apprécié le changement brutal d'interface et de façon de faire de GNOME 3. Ils ont décidé de bâtir une interface graphique beaucoup plus simple, beaucoup plus appropriée de ce que les gens ils étaient habitués à utiliser jusqu'à-là, mais sur la base technologique de GNOME 3, c'est-à-dire le GTK 3 si je ne m'abuse. Ensuite, Ubuntu, la distribution de base pour Linux Mint. Il y a plusieurs distributions communautaires qui sont basées sur Ubuntu et qui proposent d'autres interfaces graphiques que Ubuntu par défaut. Je me réfère là ici à la version XFCE, à la version KDE et ainsi de suite. C'est la même politique
qui est menée sur Linux Mint. La version de base basée sur Ubuntu nous propose 3 environnements graphiques différents. Donc Cinnamon qui est leur fer de lance, Mate pour les nostalgiques, mais qui reprend bien le même agencement de bureau. On le voit bien ici, hein, quand on fait le survol des écrans, c'est la barre de tâches en bas avec le menu démarrer à gauche. Et dernière, c'est la édition XFCE, donc toutes sont le même agencement. Donc ces 3 éditions sont les versions officielles et qui sont maintenues de Linux Mint. Au passage, nous avons perdu KDE, dommage, c'était mon environnement graphique préféré. Bon, mais bon, voilà, tant pis. Donc l'équipe a décidé différemment. La plupart des gens, de toute façon, ils étaient sur Cinnamon, XFCE, Mate. Ils ont suivi le mouvement. Et les gens qui aiment KDE, bon, moi je pense que depuis le temps, ils sont résolus, ils ont passé autre chose sur d'autres distributions. Et LMDE, elle est aujourd'hui offerte dans un seul, avec un seul environnement graphique, c'est le Cinnamon. Pour la télécharger sur la page d'accueil de linuxmint.com, on arrive ici dans la catégorie Download et en dessous on a les sous-catégories et on va cliquer ici sur LMDE 4 et nous arrivons sur la page de téléchargement de LMDE 4. Pour télécharger, rien de plus simple, vous avez ici les liens de téléchargement à votre disposition, 2 versions 64 bits et 32 bits. C'est assez rare de voir de nos jours encore des 32 bits, mais c'est excellent pour vieux ordinateurs, donner une nouvelle vie à ces machines-là. Donc vous pouvez aussi installer une version LMDE 32 bits. Bon, la plupart des gens vont prendre la 64 bits juste en faisant un clic ici sur ce lien-là. On va faire un clic et on arrive sur la page de téléchargement de Linux Mint 4 codename Debian. Vous allez choisir ici parmi les nombreuses options le miroir qui est plus proche de vous. Moi je me suis pas pris la tête, j'ai pris le torrent et j'ai téléchargé l'image ISO à travers torrent parce que ça va plus vite. Une dernière étape avant de vous lancer à l'installation, c'est de bien vérifier que votre téléchargement il est conforme à celui qui est mis à disposition sur le site d'origine. Et pour ce faire, donc on a ici dans la partie Authenticity la section vérification de l'image ISO. On clique ici et on en arrive sur une petite page qui nous indique par version comment vérifier. Donc nous allons ici sur LMDE, voilà, on va faire un clic et nous avons la procédure à suivre pour vérifier l'image téléchargée. Ce que je vous recommande, c'est de télécharger ce fichier là, cha256som.txt, en faisant un clic droit et ensuite enregistrer sous, et vous l'enregistrez dans le même répertoire où vous avez téléchargé l'image ISO. Et ensuite, si vous êtes sur Windows, il faut utiliser un outil sur Windows comme Hashtab ou QuickHGUI. Je vais vous mettre les liens dans la description. Si vous êtes sur Linux, rien de plus simple, à condition que vous êtes sur Core Util version 8.25 ou ultérieure. Vous copiez cette commande là, clic droit, copier, et on y va dans un invité de commande. Donc on lance un terminal pour les Linuxiens. On va se positionner dans le répertoire CD ISO LL. Donc c'est ici où j'ai téléchargé l'image ISO de la MDE 4 Cinnamon et aussi le fichier cha256som édition coller, et je vais coller la ligne de commande
qu'on avait sur le site et je fais entrer. Ça va pas durer longtemps, c'est en fonction de votre machine. Donc il va calculer tout simplement la somme CHA 256. De fichiers téléchargés, il va comparer avec celle qui est indiquée dans le fichier TXT téléchargé depuis le site. Et si tout est bon, nous avons un message comme celui-ci qui nous dit que la somme est réussie. L'étape suivante, c'est tout simple. Graver sur une clé USB l'image ISO et la mettre dans le PC, démarrer dessus et installer la distribution. Pour faire ceci, vous avez plusieurs logiciels à votre disposition. Moi, je vous recommande très simplement Balena Etcher que vous trouvez ici à cette adresse-là, balena.ie/etcher, et qui est un app image. Ça veut dire que vous téléchargez le fichier dans un répertoire, vous l'exécutez directement, vous mettez la clé USB et vous lui dites de graver l'image ISO dessus et c'est fini. Donc aucune installation nécessaire avec les apps images. Pour des raisons de commodité, aujourd'hui je vais utiliser une machine virtuelle pour l'installation et de ce pas je vais y aller sur la configuration de ma machine virtuelle. Rien d'extraordinaire, c'est une machine assez simple pour s'approcher au maximum de la plupart des PC que vous pouvez en avoir à la maison. J'ai mis 8 Go de RAM, j'ai mis 4 processeurs, je l'ai mis une carte VGA avec 128 MB de RAM, qu'on a un affichage 2D assez correct. Ensuite, comme disque dur, juste pour l'installation, je vais donner un 30 Go. Donc, maintenant, vous allez l'installer. Plus vous en avez, mieux ce sera. Et dans le lecteur optique, j'ai monté l'image ISO téléchargée précédemment. Et le reste, c'est assez standard ce qui propose VirtualBox par défaut. On va passer sans trop tarder à l'installation en appuyant ici sur le bouton Start. Et nous avons ici le menu de démarrage. Si vous avez un PC à la maison, vous souhaitez installer ça en dur et vous avez une carte Nvidia, vous pouvez le démarrer avec le driver Nvidia directement. Sinon, vous avez la possibilité de vérifier l'intégrité de la clé USB. Et il peut arriver, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une clé USB un peu défectueuse et ceci a permis d'identifier ça. Détection matérielle, si vous souhaitez, vous avez démarré par erreur et vous voulez démarrer quand même depuis votre disque dur sans passer par un nouveau reboot et éjecter la clé, vous avez cette option là. Mais aussi la possibilité de tester la mémoire, donc c'est aussi pratique quand vous faites un upgrade et vous voulez tester la mémoire, vous branchez une clé d'une distribution Linux comme celle-ci et vous lancez le memory test et il va vous tester la mémoire. Donc dans ce cas de figure, moi je vais prendre la première option. Et voilà le bureau de la version Linux Mint Debian Edition version 4. Hop, allez, on va étaler l'image sur tout l'écran pour avoir un meilleur confort visuel. C'est le bureau que vous allez retrouver après l'installation. C'est une distribution live, ça veut dire ce que vous voyez à l'écran, il est déjà utilisable et c'est la même mise en page que vous avez retrouvée après l'installation. Pour installer la distribution, c'est rien de compliqué. Nous avons ici un icône sur le bureau, s'appelle Install Linux Mint. On fait 2 fois clic sur l'icône et l'installeur démarre. Et nous souhaite la bienvenue dans le programme d'installation de la LMDE. Donc pour continuer le processus, on va tout simplement cliquer ici sur suivant. Choix de la langue. Allez, je vais vous faire plaisir. Cette fois-ci, je vais prendre le français comme langue. Il a trouvé le fuseau horaire automatique, ici, la France. Si vous habitez dans un autre coin du monde, vous cliquez sur la carte et vous choisissez la ville la plus près. Pour moi, c'est bon, je clique sur suivant. Clavier, non, je suis pas sur French. Personnellement, je suis sur English US.
Oui, c'est bien ces dispositions-là. Je fais suivant. Et votre nom. Donc, on va prendre l'utilisateur de test. Johnny. Test, pas Johnny Hallyday. Le nom de l'ordinateur sera VM LMDE4. L'utilisateur, c'est Johnny, ça va. Et un mot de passe très dur à craquer. Et on a aussi trois options ici, se connecter automatiquement, bon je déconseille, et exiger un mot de passe, c'est bien que c'est positionné par défaut. Si vous ne souhaitez pas chiffrer votre disque dur à l'installation, mais quand même vous souhaitez avoir un brin de protection, vous pouvez cocher cette case là pour avoir le chiffrement de votre dossier personnel. Moi ce que je vais faire, c'est tout simplement chiffrer le disque dur ici dans cette partie là. Là je choisis le disque dur. Si vous avez un ou plusieurs disques, il va apparaître ici. Pour moi, c'est le disque dur de la VM qui est là. Et pour chiffrer le disque, je suis obligé de cocher utiliser le LVM. Et pour vraiment chiffrer le disque et choisir un mot de passe, je suis obligé de cocher ici cette option là, chiffrer le système d'exploitation, et choisir la phrase de chiffrement. Voilà. De mémoire, il prend bien en compte le clavier français au démarrage, donc il faut bien faire attention à cela, parce que beaucoup de distributions, vous choisissez le clavier français lors de l'installation, mais quand il démarre tout au début, par défaut, au boot, il a le clavier anglais. Donc il faut juste simplement faire attention au mot de passe que vous avez mis, et vous souvenir de la disposition du clavier anglais pour le saisir correctement. C'est pas le cas, heureusement, pour Linux Mint, ils ont fait le travail correctement. Et si vous choisissez le clavier français, j'ai remarqué que le clavier français, il est bien pris en compte au démarrage quand vous saisissez ce mot de passe de déchiffrage. Si vous êtes en dur à cuire, vous avez la possibilité de partitionnement manuel, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous montrer de manière très simple pour la plupart des débutants comment arriver sur une installation fonctionnelle du premier coup. Une fois que tout est bon, on clique sur suivant. Là il me demande si je veux vraiment faire ça. Oui, je dis oui. Et là, il me demande où est-ce que je souhaite installer le menu d'amorçage groupe. Et je vais, par défaut, il a sélectionné le disque dur sur lequel je m'apprête à installer, parce que c'est le seul dans mon système. Mais si vous en avez plusieurs disques durs, faites bien attention que le groupe il est installé bien dans le MBR, donc le Master Boot Record de disque sur lequel vous avez choisi d'installer la distribution, sinon vous allez vous retrouver avec un système qui ne pourra pas démarrer, et c'est bien dommage parce que vous allez reprendre dès le départ et perdre encore une demi-heure d'installation. Suivant, et là nous avons le résumé de tout ce que nous avons jusqu'à là sélectionné. Vous regardez, jetez un dernier coup d'œil, et si tout est bon, vous êtes prêt pour l'installation en cliquant sur le bouton ici installer. Et voilà, donc je laisse se dérouler l'installation et je vous reprendre à la fin. Une fois l'installation terminée, le système d'installation nous invite de redémarrer l'ordinateur. C'est ce que je ne peux pas m'empêcher de faire. Je vais lui répondre oui. Allez, hop. Réduire un peu l'image. Il y a quelques erreurs et il me dit de retirer le médium d'installation. Pardon, je viens de faire tomber ma souris. Je vais arriver ici, c'est la partie stockage. Voilà, et Cinnamon, c'est ce que je vais faire. Cliquez ici. Allez, et remove. Donc j'enlève l'image ISO de lecteur CD.
Ok, c'est parfait. Maintenant, je reviens sur la fenêtre de la machine virtuelle et je vais appuyer sur Entrée tout simplement. Et ça y est, il est parti. On va, ça charge. Normalement, voilà. Il m'invite maintenant à saisir le mot de passe de déchiffrage du disque dur. Le but du jeu ici, c'est de se souvenir le mot de passe que nous avons saisi lors de l'installation. Et apparemment, j'ai fait un excellent travail parce que je me suis souvenu du mot de passe. C'est un très bon signe, malgré l'âge, continuer à se souvenir les mots de passe qu'on met, c'est excellent. Et on va éclater ça sur le grand écran. Et on va saisir le mot de passe de l'utilisateur. Et nous voici le jingle de bienvenue de Linux Mint Debian Edition. Nous avons un petit message d'insulte à l'écran, vérifiez vos pilotes vidéo et tout. Bon, on va cliquer ici sur la croix pour dégager le message. Et nous nous retrouvons sur le même bureau que tout à l'heure lors de l'installation. Vous remarquez bien, c'est la même disposition, mais avec une petite application de bienvenue, ce qui est très important. Ici, l'équipe Linux Mint, ils ont regroupé une partie de leurs outils propres. Voilà ce qui fait le sel et le piment de cette distribution. Et ce que j'aime bien dans cette distribution, je l'ai testé en direct sur ma machine de production pendant toute une semaine. Et j'étais agréablement surpris d'avoir en fait une base stable de Debian. Debian, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution la plus ancienne sur le marché et la plus stable, avec un nombre impressionnant de fins et qui est la base d'une myriade des autres distributions dans le monde aujourd'hui. C'est une valeur très sûre, basée cette distribution là-dessus. C'est une gage de confiance dans l'avenir. Elle n'est pas là pour partir, ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'elle est sur le marché, donc elle va pas partir demain. Ensuite, vous avez par-dessus la couche Linux Mint, ça veut dire l'interface graphique Cinnamon et l'ensemble des outils propres développés par la team Linux Mint pour faciliter l'administration et la configuration de la distribution de manière purement graphique. On n'est pas loin d'une expérience macOS ici. Voilà, et cette application de bienvenue nous permet en fait faire les premiers pas avec la distribution. Et d'ailleurs, il y a ici un catégorie qui s'appelle Premier pas. Et comme vous voyez bien, donc on peut faire plusieurs premiers pas. Donc on a le choix de configurer les instantanés système, c'est très important. Ça permettra en fait de avoir des snapshots avant les mises à jour. Donc pour faire des retours arrière faciles. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous montrer comment ça marche. On va saisir le mot de passe administrateur. En fait, c'est votre mot de passe de l'utilisateur qui a les droits d'administrateur. Donc en fait, vous faites partie des utilisateurs de sudo, donc habilités à faire une élévation des privilèges. Là, on a le choix entre AirSync et Btrfs comme protocole de synchronisation. Je suppose que c'est de Extended 4 qui a mis. Et donc, c'est pourquoi il nous propose de AirSync par défaut. Donc, je dis OK, suivant. Là, ce qu'il va faire, il va estimer la taille du système installé. Et il va nous proposer des configurations par la suite en fonction de ce qu'il trouve.
L'idéal, c'est que vous ayez un disque dur externe et faire la partition, en fait, la sauvegarde, les instantanés sur un disque dur externe. Donc, c'est pas le cas ici. C'est un disque dur interne et il nous dit que l'espace disque est insuffisant. Donc, on a ici 16 Go de disponible. Donc, moi, je vais faire sous la même partition. Il va se créer en fait un répertoire où il va faire les instantanés là-dessus. Et je vais faire suivant. Et je vais prendre juste les images quotidiennes à conserver. Voilà. Donc on a plusieurs types d'images qui conservent. À vous de choisir. Donc si vous faites des mises à jour plutôt hebdomadaires ou plutôt quotidiennes, vous avez ici le niveau des instantanés. Quotidien, hebdomadaire, les cocher les deux, mais pour cette démonstration, on va laisser juste quotidien. Hop, suivant. Voilà, on va choisir ça. Ok. Suivant. Et terminé. Donc là, Timeshift, il est configuré. On peut déjà créer une première instantanée. C'est très bien parce qu'après l'installation du système, on a une image bruit de décoffrage juste après l'installation. Et on s'apprête à faire le deuxième pas après l'installation qui sont les mises à jour. Au cas où les mises à jour se passent pas bien, nous avons toujours la possibilité de faire restaurer à l'état d'avant. Donc je laisse tourner tranquillement jusqu'à la fin. Et voilà, l'instantané a été créé. Maintenant, on peut procéder en toute tranquillité à faire des mises à jour. Et c'est une étape à ne pas oublier à faire avant chaque mise à jour, chaque installation applicative majeure. Ça vous permettra de bien faire des retours arrière facilement. On voit que bon, ça a mis 5 Go, donc on est descendu à 10 Go. Ce qui fait en fait l'instantané, c'est qu'il prend l'état du système, de tous vos fichiers système, et il fait une copie de cela. Voilà, c'est tout simple. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un disque dur externe pour justement essayer d'épargner au maximum de l'espace sur la partition système. Une fois que les instantanés ont été configurés, donc nous pouvons tout simplement installer dans l'ordre. Donc si on veut, on peut le faire comme ça. Moi, ce que je vous recommande, avant de se lancer dans l'installation des codecs multimédia de manière très simple, en un seul clic, de passer par le gestionnaire des mises à jour et le configurer. En cliquant ici sur le bouton lancer, on va valider ça. Souhaitez-vous utiliser un miroir? Ouais, pourquoi pas. Le mot de passe. Donc on va chercher un miroir local, ça veut dire un serveur de package plus près de nous pour avoir des meilleurs temps de téléchargement. Donc il y a deux types de miroirs. Des miroirs pour la distribution Debian, donc de Linux Mint, et le miroir pour la base Debian qui est ici. Donc pour choisir un miroir, il faut juste cliquer ici. Voilà, il se lance. Voilà, un seul clic suffit. Le principe de cette sélectionneur de miroir, c'est tout simple. Donc il va contacter toutes les miroirs une à une et on a les temps de réponse et les débits ici. On a le meilleur performance à toujours en tête. Et à la fin, une fois qu'il a fini donc, de passer au crible et toutes les miroirs, bah, vous choisissez celui qui est le plus rapide. Voilà, donc là, on va 3,2. Je vois que le miroir de NetCologne, voilà, il est le plus rapide. Il y en a un deuxième qui est en Angleterre. Donc on voit que les miroirs allemands ils sont en top. Et pourtant je suis bien en France. Mais bon, ça dépend de plusieurs facteurs. De votre accès à Internet, de votre fournisseur, des interconnexions de votre fournisseur et ainsi de suite. Allez, on va pas attendre qu'il passe la liste jusqu'au bout. On va prendre celui-là et on va cliquer sur appliquer.
Maintenant, il me dit que la configuration a changé, donc il faut rafraîchir le cache. Très bien. Hein. Bon, le cache local, ça veut dire qu'il mettra à jour les bases locales avec les bases de données des packages qui se trouvent sur les miroirs. Donc c'est chaque fois quand on fait la demande de mise à jour ou sudo apt update, c'est ce qui se passe. Donc il va se connecter sur les serveurs et il va rapatrier les fichiers de base de données qui contiennent l'index de tous les fichiers disponibles sur les serveurs de le miroir. Comme ça on va les interroger en local. Pour voir, pour les indiscrets, ce qui se passe derrière, dans les coulisses, vous pouvez cliquer ici sur détails. Et on voit bien où il en est. Et ça y est, c'est fait. Il faut faire la même chose pour Debian. Donc on clique ici. Donc il va pareil, même opération, contacter chaque miroir, faire des tests de débit. Et la meilleure performance sera toujours le premier en tête ici. On laisse dérouler un peu avant de choisir celui qui est le plus rapide. Ben là, contrairement au miroir de débit, on voit ici que pour Debian, les serveurs français sont en top. Allez, donc ça va. Je vais prendre celui-là sans trop tarder. Et c'est fait. Pareil, une fois que j'ai changé de miroir, il faut faire une mise à jour des caches. Si un jour vous avez des soucis de téléchargement de package, ben n'hésitez pas de changer de miroir. Ça peut résoudre beaucoup de soucis de téléchargement. Peut-être qu'un jour ils ont une maintenance, les serveurs sont par terre, leurs liens sont tombés et votre système est en erreur. Donc changer de miroir, la plupart du temps, résout ce genre de soucis. Et bon, on n'est pas loin, vu que c'est plus rapide celle-ci, donc ça, le téléchargement devait durer moins de temps. Et voilà, c'est fait. On a les sources des logiciels ont été mis à jour, les dépôts, on a choisi les miroirs les plus rapides, on va fermer tout ça. Et là, ce qu'il nous reste à faire, bon, on va actualiser. Tac. Et une nouvelle version du gestionnaire des mises à jour est disponible. Bon, on va appliquer la mise à jour. Le mot de passe. Et voilà, il est en train d'appliquer ça. Si vous souhaitez voir les détails, cliquez ici. Ah, c'est trop vite. Et voici les mises à jour qu'il a trouvées. Donc on va essayer d'agrandir un peu la fenêtre. Nous avons aussi un indicateur dans la partie droite, voilà, qui nous dit qu'on a des mises à jour disponibles. Il y en a 131 d'après lui. Voilà. Hop. Et vous avez ici toute la liste des mises à jour de disponibles. Pour ce faire, il faut juste cliquer sur installer les mises à jour et laisser dérouler. Voilà, on va valider ça. Saisir le mot de passe. Et je laisse tourner tranquillement jusqu'à la fin. On peut, en cliquant sur afficher les fichiers individuels, voir ce qui se passe. Voilà. Je laisse dérouler et on va reprendre à la fin. Nous voilà que nous arrivons à l'étape où il nous demande sur quel disque dur il va faire la mise à jour de Grob. Donc il faut se souvenir sur quel disque nous avons installé. Donc moi c'était Dev SDA, donc la partition de boot de disque sur lequel j'avais installé la distribution. Donc pour vous il faut choisir en conséquence. Suivant.
Et voilà, l'installation des mises à jour est terminée. L'étape suivante, c'est redémarrer et finaliser les premiers pas. Ce qu'on va faire de suite. Donc je vais fermer cette fenêtre. Je vais laisser cocher que cette fenêtre réapparaît après le redémarrage. Et ici, je vais choisir de redémarrer. Donc voilà, redémarrer. Hop. Et c'est parti. Voilà, il nous demande le mot de passe pour déchiffrer le disque dur. C'est fait. J'ai bien saisi, oui, je vais déplacer. Voilà, setup successfully, c'est bien. Et voilà, sur la mire d'authentification, on saisit le mot de passe de l'utilisateur. Le jingle et à nouveau ce message d'insulte, on va le faire taire. Premier pas et on continue d'où on était resté. Vous remarquez que maintenant on a une nouvelle catégorie qui est apparue après la mise à jour. Donc on peut choisir le coloris. Par exemple, si je veux pour les boutons et la thème un rouge foncé, hop, je clique ici sur rouge foncé et vous voyez c'est déjà changé en rouge foncé. C'est parfait, je laisse comme ça. On a le choix maintenant en le type sombre et le type clair. Là on a le type sombre de la thème graphique et le type clair. Moi je vais laisser le type clair parce que ça rend plus joli et plus compréhensible à la présentation. La barre de tâches ici en bas, on a la possibilité d'avoir un format traditionnel. On clique ici, on va voir que voilà, il a changé avec des boutons pour les applications ouvertes larges comme ça, ou le type moderne. On revient à ce qui était avant, donc je vais laisser le type moderne. Il veut pas, il faut continuer à insulter. Bon. Ensuite, nous avons configuré les instantanés système, voilà, et les codecs multimédia. Donc il faut savoir que par défaut, la distribution c'est open source et ne contient pas des pilotes propriétaires ou des pilotes sur lesquels ils ont fait un reverse engineering afin que vous ayez la possibilité de voir les écouter les MP3, voir les MP4 et ainsi de suite. Donc, pour accéder à tous ces codecs multimédia, donc vous pouvez les installer après en cliquant tout simplement ici sur ce bouton là. Il me demande si je veux, oui, on va les installer. Voilà, mise à jour de cache parce que c'est des packages et tout. Il va nous demander, voilà, le mot de passe. Et on part à l'installation de tous ces codecs, qui fera que ça sera plus simple par la suite de voir les contenus multimédia. Oh, ça dure pas longtemps. Voilà, c'est parfait. C'est installé, c'est top. Plus rien à faire. Donc on a un système qu'on peut regarder les vidéos et tous les contenus multimédia. Maintenant, si vous souhaitez faire un tour sur les paramètres système, vous cliquez ici. Et vous avez un panneau de contrôle un peu à la macOS où chaque icône correspond bien à une action en particulier. Voilà, si vous voulez configurer le réseau, c'est ici, le son, c'est là, souris pavé tactile, c'est là, et ainsi de suite. Voilà. Et la Logitech, une fois que vous avez installé la distribution et vous avez fait le tour des applications installées par défaut, il y en a un paquet, franchement, pas se plaindre. C'est pas mon type d'installation parce que moi j'aimais bien une distribution où il y a juste l'interface graphique minimaliste et que moi j'installe par la suite les applications que je souhaite. Mais pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas quoi choisir et qui ne sait pas de quoi il aura besoin, mais il a besoin d'un système ou quoi qui lui tombe sur la main, qui puisse se débrouiller, le choix par défaut des applications installées est excellente sur les types de distribution Linux Mint. Vous en trouvez à peu près les mêmes applications ou leurs équivalents d'une interface graphique à l'autre.
En ce qui concerne Cinnamon, on trouve ici dans les accessoires toutes les petites applications, calculatrice, éditeur de texte, explorateur de fichiers, formateur de clés USB, voilà. Bureautique, toute la suite Office, LibreOffice. Graphisme, on a trois applications ici, outils de numérisation, Pix et dessin. Pour Internet, nous avons un client torrent transmission, un client IRC, un client de messagerie de mail Thunderbird et le navigateur Firefox. Dans le son et vidéo, Celluloid pour les vidéos et Readbox pour l'audio. La partie administration, c'est l'ensemble des applications, des petits utilitaires pour permettre de gérer votre distribution, comme vous avez le moniteur système, le terminal, timeshift, gestion des utilisateurs, et voilà. Les préférences, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le fameux panneau de paramètres système, ce qu'on paramètre chaque action, chaque élément de graphique du système de manière indépendante. Et voilà les emplacements, c'est ce qui correspond à vos dossiers personnels et les documents récents. La Logitech, il y a un raccourci ici, mais vous avez aussi dans la page, dans l'application de bienvenue, un lanceur qui vous permet en fait d'accéder à l'application. C'est ce qui est l'équivalent de Play Store, voilà, la boutique des applications. Et bon, là, on va agrandir un peu, voilà, on a une belle image à l'écran. Donc on voit bien, on a ici les mises en vedette et la catégorisation par type d'application. Si vous souhaitez installer une application quelconque, il suffit de la chercher ici, où vous avez la barre de recherche ici pour l'installer. Par exemple, si vous souhaitez installer VLC pour l'audio vidéo, donc il suffit de cliquer sur VLC. Et là, vous avez le bouton installation, cliquez dessus, demande le mot de passe comme d'habitude. Et il part à l'installation, donc il télécharge le package, après ça il installe l'application. VLC, c'est un lecteur multimédia, audio vidéo qui a tout intégré, tous les codecs, tout intégré, donc c'est une application standalone. Voilà, si vous souhaitez le lancer, ou vous cliquez ici, ou vous pouvez la chercher ici dans la partie son et vidéo, et bien d'être ajouté dans cette catégorie là. Donc c'est le fonctionnement simple du App Store, voilà, de Linux Mint. Si vous souhaitez la supprimer, cliquez ici, c'est très simple, c'est vraiment très simple, on ne peut pas faire plus simple. Je vous laisse le plaisir d'explorer par vous-même cette boutique de logiciels, la Logitech Linux Mint Debian Edition. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le pare-feu, donc c'est la dernière étape des premiers pas. Le pare-feu, voilà, il nous demande le mot de passe d'administration, nous permet de gérer les zones. Le firewall utilisé, c'est UFW, Uncomplicated Firewall en traduction, et ça vous permet de gérer 3 zones. Donc la zone publique, l'interaction entre votre PC et ce qui l'entoure, et vous avez des règles de sécurité pour tous les flux entrants. Tous les demandes d'accès depuis l'extérieur vont être rejetés, et tous les demandes de sortie depuis votre ordinateur dans le monde qui l'entoure, surtout Internet, c'est autorisé. Bureau, c'est la même chose, voilà, par défaut. Et vous avez aussi le dossier personnel. Pour le dossier personnel, comme nous avons vu au lancement de l'application, rien n'a été configuré. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Par défaut, franchement, c'est parfait pour
tous vos besoins, donc il n'y a rien à changer, mais c'est juste pour savoir comment ça fonctionne de manière très simple dans les 3 zones, et ce que vous laissez en entrée et en sortie, et voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à l'étape de test applicatif de la distribution. Jusqu'à là, nous avons vu comment télécharger et installer. Nous avons vu comment faire les premiers pas et les premiers paramétrages juste après l'installation. Et maintenant, je vais aller moi personnellement un peu plus loin dans la folie parce que j'aime bien installer mes applications à la main. Et je suis un grand fan des applications universelles, donc des Flatpak et des AppImage. Ça tombe bien parce que l'équipe Linux Mint n'agrée pas trop les snaps de Ubuntu, donc il les intègre pas par défaut et il mène un travail pour s'en débarrasser. Et par défaut, ils ont le support intégré pour les Flatpak. Pour prouver ça, on va aller directement sur le flathub.org qui est le store où vous retrouvez toutes les applications au format Flatpak. L'avantage des Flatpak, c'est très simple, ce sont des applications containerisées, faciles à protéger et à séparer du reste du système, et qui se basent sur une plateforme, un framework qui s'appelle XDG, et ça vous permet d'avoir une évolution, si vous voulez, indépendante des mises à jour applicatives par rapport au système, ce qui vous permet d'avoir une base très stable et très robuste, celle de Debian, sur laquelle vous ajoutez la couche de facilité de Linux Mint, et par-dessus vous composez votre menu applicatif avec des applications de type Flatpak ou AppImage, et qui vous permettront de rester à jour, d'avoir les dernières versions de ces applications-là et ne pas attendre une nouvelle version ou qu'ils soient mises à jour dans les dépôts de l'application, de la distribution. Parce que, et soyons honnêtes, les packagers ils mènent un boulot fou pour packager chaque nouvelle version, ce qui est un boulot monstre. Les applications universelles, ils permettent en fait aux développeurs de mettre directement leurs applications à disposition des utilisateurs dans un format universel, et vous avez en fait en quelque sorte l'application au plus près de la forme telle que les développeurs l'ont imaginée et conçue. En quelque sorte, voilà, c'est les Flatpak, c'est des applications en conserve dans le jus propre du développeur. Voilà. Pour installer GIMP, GNU Image Manipulation Program, au format Flatpak, donc nous allons ici sur flathub.org, je cherche où vous allez sur la page d'accueil, elle vient d'être mise à jour récemment, sinon vous tapez ici GIMP, on la trouve, on fait clic, on arrive ici en bas, on copie l'URL, on lance un terminal. Dans le terminal, je vais augmenter la vue pour qu'on puisse voir mieux. Fait un clic droit, coller. Donc c'est la commande d'installation de Flatpak. Si Flatpak, le support n'est pas installé sur la distribution, il ne va pas reconnaître la commande Flatpak. S'il est installé et configuré proprement avec le store applicatif des Flatpak, ça va marcher du premier coup. Ah bah apparemment il nous insulte pas, il a dit qu'il a trouvé GIMP là-dessus et il nous propose l'installation. Par contre l'installation vient avec un certain nombre d'autres composants de framework qu'il faut les installer. En plus de ça, c'est quelques petites dépendances, c'est pas bien méchant. Un avantage des applications universelles, c'est que ça les rend indépendants un peu du socle, ils évoluent de manière propre. Et donc si votre socle évolue lentement, parce que vous préférez plutôt la sécurité et la stabilité, ça vous permet d'avoir des applications plus à jour. Qu'à contraire, si vous êtes sur un rolling release, ou vous avez fait des mises à jour régulières de votre système
de votre base, de votre système d'exploitation, ça vous permet de quand même profiter des applications qui évoluent à un autre rythme et avoir des applications beaucoup plus stables si vous faites votre machine de production sur un système de ce type là. Donc ça vous permet voilà, de jouer avec les deux mondes et pouvoir profiter, trouver votre balance bénéfice-risque entre la stabilité et la nouveauté. Une fois qu'il a fini de télécharger, on va lancer l'application. Voilà, l'installation est complète. On va passer maintenant au lancement pour voir si l'application s'est bien installée. Voilà, on a l'éditeur d'image GIMP qui est ajouté dans la catégorie graphisme dans le menu. Et un clic dessus, ça permet de lancer. Donc c'est vraiment un conteneur. Donc l'application contient toutes ces librairies et tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner, indépendamment des versions qui sont fournies de base par votre système d'exploitation. Donc il se peut qu'il y a des librairies beaucoup plus récentes que ceux qui se trouvent installés de base dans votre système. Donc comme c'est une espèce de virtualisation applicative, ça n'a aucun incident sur le bon fonctionnement de l'application. Et vous voyez, l'application fonctionne, ça lance très bien, il n'y a pas de souci. Deuxième test que je souhaite faire avec Linux Mint Debian Edition, c'est de tester les AppImages. Et de quoi mieux que mon éditeur vidéo préféré avec lequel je monte toutes mes vidéos, Kden Live. Je vais aller ici sur télécharger Kden Live, je clique sur le bouton et je prends la version AppImage. La différence entre AppImage, j'enregistre le fichier, et Flatpak, c'est que les AppImage, ce sont vraiment des capsules complètement indépendantes qui contiennent leur propre système de fichiers, tout leur librairie et tout. De l'autre côté, Flatpak, il se base sur un framework où un certain nombre de composants sont mutualisés pour réduire, faire le poids des applications. Ce qui vient aujourd'hui, les Flatpak, ils ont un mécanisme de mise à jour sur AppImage. C'est un peu plus compliqué, c'est expérimental. Mais en gros, la mise à jour, ça se fait par, vous téléchargez une autre image de votre application. Et quand vous en avez 50, passez à chaque fois et chercher la dernière version pour la mettre à jour, la télécharger, la déposer et l'exécuter manuellement. Ça devient tout de suite fastidieux. Donc, Flatpak, de ce côté-là, avec son mécanisme de mise à jour, ça vous facilite largement la tâche. Avec une seule commande, vous le faites ça. Ici, par exemple, si je veux chercher les mises à jour, je fais tout simplement sudo flatpak update. Il me demande le mot de passe. Et il regarde pour les mises à jour. Il me dit que tiens, depuis tout à l'heure, il y a une mise à jour. Ok, c'est parfait. Je fais yes. Et il me dit que oui, ça aussi, il faut faire des mises à jour. Ok, yes. Et donc il part à la mise à jour de socle Flatpak existant. Ceci est un peu compliqué sur les AppImage. Il y en a des tentatives, il y en a je sais qu'il y a un processus qui est en cours, mais à présent, même si c'est le format le plus convivial à utiliser, parce que une fois que vous avez téléchargé, je viens ici dans le téléchargement, j'ai le fichier AppImage. Pour l'exécuter, il faut juste regarder, s'assurer qu'on a les propriétés, dans les permissions, la case exécution, elle est bien autorisée, cochée. Je ferme, ça veut dire que maintenant je peux exécuter le fichier comme un exécutable sur Windows. Donc je fais 2 fois clic, clac clac, et voilà, Kden Live se lance comme si on était sur
un Windows et qu'on a fait 2 fois clic sur un fichier exe. C'est un peu le principe des AppImage. En fait, c'est des applications portables. Vous avez le même équivalent sur Windows, ça s'appelle les applications portables. Vous avez tout est contenu dans le même répertoire, vous les allez chercher l'exe et l'application s'exécute, pas besoin de l'installer. C'est le même principe avec les AppImage. Si sont bien configurées les distributions, parce qu'il y a un certain nombre de quelques configurations à prévoir à la base, donc l'application s'exécute sans aucun souci sur toutes les distributions. Voilà, que vous avez du Ubuntu, du Mint, du Red Hat, du SUSE, et ainsi de suite. Vous prenez le même AppImage, vous l'exécutez et ça marche. Voilà le test applicatif sur Linux Mint Debian Edition. Donc je teste ces deux choses là à titre personnel, parce que ça me permet de voir à quel point ils ont intégré ça et la maturité de la distribution. Et je peux vous dire qu'à présent, je suis vraiment très content et je peux le recommander aux yeux fermés à tous ceux qui aiment les distributions de type Ubuntu ou Debian et qui veulent marier en fait la stabilité et la robustesse de la base Debian avec la facilité d'installation et de gestion de Mint, et à tout ça se construire une base stable, robuste, sur laquelle ils peuvent monter leur environnement de travail personnel avec des applications tout à fait à jour grâce aux AppImage et Flatpak. C'est mon cas personnel et je le recommande aux yeux fermés à tous. Avant de se quitter, il y a quelque chose de très important dont j'aimerais bien vous parler, c'est le support. Voilà, on va venir sur la page d'accueil de Linux Mint parce que j'estime que c'est très important, surtout par les temps que nous vivons, où beaucoup de libertés sont mises à des rudes épreuves. Si nous souhaitons continuer à bénéficier des systèmes d'exploitation libres, des plateformes d'expression libres, il faut les soutenir financièrement afin qu'ils puissent payer leurs infrastructures et que ces gens-là puissent continuer à développer les produits et nous fournir le meilleur d'eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous pour participer et pour soutenir la distribution. C'est à travers les donations. C'est très simple, le montant ça vous regarde. Moi ce que je recommande à tous, fixez-vous un budget par mois, 10, 20, 30 euros, que vous le divisez à 1, 2, 3 euros par mois et que vous répartissez entre plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Comme ça, mois par mois, ces projets-là vont voir des contributions qui arrivent constamment, même si votre contribution n'est pas énorme, c'est de quelques euros, mais constamment chaque mois, l'équipe voit qu'ils sont aimés, qu'ils sont soutenus et ça motive énormément pour continuer à délivrer le meilleur d'eux-mêmes et faire leurs produits les meilleurs produits qui soient. De l'autre côté, si vous avez des aptitudes en développement, en talent graphique ou vous souhaitez vous impliquer dans la communauté en traduisant, en localisant, écrire de la documentation et ainsi de suite, vous avez aussi la possibilité d'y participer. Les deux façons de montrer votre gratitude et votre participation à cette merveilleuse aventure que c'est Linux Mint, vous pouvez donner ici ou participer en devenant membre actif de la communauté ici. Et moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, tapez la cloche, répandez ça à vos amis, faites ce que vous voulez. Pour les plus courageux parmi vous, moi aussi j'ai besoin d'un soutien
pour que je puisse continuer à reproduire des vidéos à un rythme un peu plus régulier. Donc n'hésitez pas à m'encourager à travers mes liens Patreon, Tipeee, Paypal, Utip et tout. Vous trouvez les liens dans la description. Et moi je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.